Culture Soccer. Bonjour à tous, c'est le calme avant la tempête en MLS, alors que les équipes qualifiées pour les playoffs se préparent du mieux qu'elles peuvent avant de s'affronter en quête du Graal, la MLS Cup ou la Coupe MLS, dépendamment de comment vous aimez l'appeler. Comme d'habitude, Adi Raphaël à l'animation et je suis rejoint par un panel d'experts de renom qui vont vous présenter les trophées de l'année de Culture Soccer un à un. Je vais de ce pas vous les présenter un à un aussi en espérant leur faire honneur à chacun d'entre eux parce que c'est important pour moi de toujours mettre en avant les invités de ce panel. En premier, je ne peux oublier de présenter mon ami, mon collègue et le co-rédacteur en chef de Culture Soccer, Anthony de Varenne. Vous le connaissez, il a déjà écrit sur Lucarno Posé, sur Culture Soccer et maintenant il s'occupe de tout ce qui est montage et mise en page, pas mise en page, mais plus dessin de Culture Soccer. Anthony de Varenne, ça va bien Anthony? Ça va très bien et toi Adi? Ouais, ça va super bien, ça va super bien. Je suis super content que tu sois là. On a vraiment un gros panel et un gros épisode devant nous là. Ouais, exactement. Ça risque d'être un épisode très chargé, mais à la fois très dynamique pour nos auditeurs. Exactement. Le faire le plus dynamique possible. Juste après, je vais vous présenter quelqu'un de qui je suis très proche. On a travaillé sur plusieurs projets ensemble. Il est aussi rédacteur pour Football 365, page Afrique, aussi consultant à la radio Média Maghreb à Montréal. Nul autre que le rédacteur aussi de Culture Soccer, Mathieu Lemay. Salut Mathieu, ça va bien aujourd'hui? Salut Eddie, mon ami. Oui, ça va très très bien et content de participer à ce super podcast sur la fin de saison MLS et tous les trophées. Voilà, on est super content de te recevoir encore une fois. Juste après, je pense que je vais quand même le présenter, mais je suis sûr que dès le ton de sa voix, vous allez savoir c'est qui. Nul autre que le fondateur, un des fondateurs de Culture Soccer, qui était rédacteur en chef. Maintenant, il est encore rédacteur. On va l'appeler rédacteur plus, parce qu'il fait un peu plus que juste être rédacteur. Aussi, c'est mon cher collègue Antoine Latran, qui a déjà écrit pour, bien évidemment, Lucarno Posé et plein d'autres sites. Salut Antoine, ça va bien aujourd'hui? Salut Alice, ça va très très bien, content de parler des playoffs MLS et en plus on a eu la sélection américaine qui a joué aussi cette semaine, donc une très belle semaine et hâte de voir un petit peu vos pics pour cet épisode. Voilà, on a juste hâte aussi de les présenter et de discuter un peu de tout ça tous ensemble. Et enfin, pour compléter ce panel d'experts, il a fallu que j'invite un ami de Culture Soccer qu'on invite assez souvent et qui est quand même quelqu'un de très reconnu ici à Montréal, qui a déjà écrit pour Pro Soccer USA, pour la MLS en tant que telle, pour la Canadian Premier League aussi, le site officiel. Bon, aussi il participe bien évidemment à plusieurs émissions de temps en temps et nul autre que Tristan D'Amour. Salut Tristan, ça va bien aujourd'hui? Salut les gars, merci de l'invitation, ça va très bien. Parfait, on est super content que tu sois là. Donc voilà, ce sera notre panel d'experts aujourd'hui pour ces trophées MLS. On va pouvoir à ce moment-là vraiment aller en détail sur les trophées MLS. Je vais juste un peu vous expliquer comment ça va se passer parce qu'on va utiliser une formule un peu différente. Pour ceux qui ont l'habitude de nous écouter, on va utiliser un peu la même formule qu'on avait utilisée pour le MLS Splits qu'on a fait il y a quelques semaines avec Matthias Van Halst. Donc, on aura chacun d'entre nous 30 secondes pour donner le nom de celui qu'on aura choisi pour le dit trophée et on va pouvoir à ce moment-là expliquer pourquoi, mais on sera limité à un chronomètre de 30 secondes. Donc, si vous me voyez interrompre quelqu'un, c'est parce qu'il a dépassé le temps alloué. C'est aussi simple que ça. Pour les trophées, ça va être divisé en deux grandes parties. La première partie, on va l'appeler les vrais de vrais. Ce sera les trophées que la MLS a décidé d'attribuer les mêmes catégories. La seule catégorie qu'on a enlevée, c'est le trophée humanitaire parce que personnellement, moi-même, je suis pas très à jour sur ce qui a été fait du côté humanitaire. Ce n'est pas pour enlever le mérite de celui qui va le recevoir, c'est plus par manque de connaissances et manque d'informations de mon côté. La seconde partie, ce sera, on va les appeler les hors d'œuvre. Donc, les hors d'œuvre, ce sera les trophées made chez nous à Culture Soccer. Et vous allez voir, il y en a quelques-uns qui sont assez sympathiques. Donc voilà, ce sera au début. C'est comme ça qu'on va vous présenter l'épisode. On va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par
le trophée, celui que tout le monde attend, et le trophée du MVP, donc du meilleur joueur de la saison régulière. Anthony de Varenne, je te laisse commencer. Pour toi, qui devrait avoir le trophée de MVP? Oui, ben pour moi, le MVP, il va à Alejandro Pozuelo, le milieu offensif de Toronto, avec 9 buts et 9 passes décisives. C'est à se demander si Toronto n'est pas Pozuelo dépendant. Et c'est ça, j'ai fait quelques recherches et c'est ça, je me suis rendu compte qu'il avait participé à 40% des buts. Donc, si c'est pas ça le joueur le plus important de son équipe, je me demande c'est quoi. Donc, j'y vais avec Pozuelo. Ben, moi, de mon côté, c'est pareil, mais je dirais pas que j'ai fait mes recherches, je passerais pour un complotiste, là. Mais effectivement, Pozuelo, tout a été dit par Anthony, on parle de Pozuelo dépendance. Quand il n'est pas là, ça paraît. Même un joueur comme Pablo Piatti paraît mieux quand Pozuelo est dans la formation. C'est vraiment lui qui a permis à cette équipe-là d'être encore au sommet cette saison en MLS. Ouais, je vais enchaîner avec Pozuelo aussi pour moi. Plus que ses qualités individuelles, je pense qu'il y a aussi le manque de concurrence en face, à part Diego Rossi qui a aussi fait une très belle saison. Le reste de la MLS a été plutôt bon, mais il n'y a pas eu de grandes stars qui sont ressorties, je trouve, notamment dans les grandes équipes Seattle, Kansas, c'est plus un collectif ou 2-3 joueurs qui ont réussi à se démarquer. Donc pour moi, Pozuelo n'avait pas vraiment de concurrence et je suis obligé de voter pour lui. Moi, j'aurais voulu faire différent de vous puis de dire un autre nom, mais Pozuelo, c'est le vote que j'ai envoyé à la MLS, donc je vais quand même pas changer ça. On est rendu à un point où Pozuelo va peut-être se rendre à la discussion de meilleur joueur de l'histoire du TFC s'il continue comme ça dans les années qui suivent. Faut se dire, c'est une équipe qui, comme l'Impact de Montréal, si vous suivez l'Impact, a été obligée de se aux États-Unis et ça n'a pas l'air de l'affecter trop. Donc, félicitations à Pozuelo et c'est bien mérité. Ouais, effectivement, je suis complètement d'accord avec vous tous, les amis. Alejandro Pozuelo, très sérieusement, quand il a signé en MLS, je savais pas trop quoi penser. Oui, je savais qu'il avait été bon auparavant en Belgique, mais je m'étais dit, ok, est-ce que ça va être un autre flop qu'on a vu qui vient d'Europe et qui va être un gros flop ici en MLS, et c'est pas le cas. Pozuelo, extraordinaire cette année. Depuis qu'il est venu, il est extraordinaire, mais cette fois-ci, il est vraiment au-dessus du lot. Je suis complètement d'accord avec vous. Donc, on est tous d'accord pour le premier trophée. Les cinq ensemble, on a choisi Alejandro Pozuelo. Donc, bref, MLS, si tu nous écoutes, je pense qu'il n'y a pas le choix. Il faut choisir Pozuelo en tant que MVP cette année. On passe au prochain trophée, le trophée de défenseur de l'année. Alors là, je pense que ce sera pas aussi unanime que ça. Enfin, j'espère pas. Je vais commencer cette fois-ci par notre ami Mathieu Lemay. Je vais te laisser débuter avec ton choix pour le défenseur de l'année. Effectivement, c'était pas un choix aussi évident à faire et j'ai même hésité entre un latéral, Kyle Duncan, qui m'a impressionné, mais j'ai finalement choisi Mark McKenzie de Philadelphie. Malgré ses 21 ans, on a l'impression qu'il a joué comme un vétéran pendant pratiquement toute la saison. Il a été dominant dans à peu près toutes les phases du jeu. C'est même un bon relanceur comme défenseur central. Franchement, pour une recrue comme ça de 21 ans et qui est issu là, quand même, là, qui n'est même pas issu du draft et qui arrive comme ça là, avec une équipe qui est quand même déjà bien formatée, qui s'impose comme ça en défense, c'est impressionnant. Et il a même été supérieur à beaucoup de défenseurs aguerris en MLS. Alors, mon choix, c'est Mark McKenzie. Moi, j'ai choisi plutôt un mec un peu plus aguerri, justement, Walker Zimmerman, qui pour moi est vraiment la raison pour laquelle Nashville s'est qualifié en play-off. Je comprenais pas pourquoi ils avaient payé autant d'argent à LAFC. Je comprenais pas pourquoi aussi le LAFC l'avait laissé partir d'ailleurs, mais ça me semblait quand même cher pour un défenseur central. Et en fait, contrairement à justement Miami, on a pu voir que Nashville, qu'on construit depuis derrière, en fait, c'est pas plus mal pour se qualifier en play-off. Et tout ça, c'est grâce à Walker Zimmerman, capitaine, même buteur. Excellent défenseur central. Donc pour moi, c'est le meilleur défenseur de l'année en MLS. Grosse mention honorable à Anton Tinnerholm, qui a été très très bon pour NYCFC. Mais ouais, il faut le donner à Walker Zimmerman.
J'ai beaucoup aimé la façon dont Nashville, tu viens d'en parler, qui construit par le bas avec des Dan Lovitz, avec le jeune Johnston issu du repêchage. Mais Walker Zimmerman, il est arrivé et il a donné une certaine confiance à Nashville. Ça prenait ça un peu. J'ai vraiment aimé l'acquisition. C'était peut-être cher, mais c'était ça qui valait la peine pour une équipe d'expansion. D'avoir une certaine confiance, c'est certain que ça aide. Et on voit que ça a aidé. Ils ont fait les séries et Zimmerman en a fait pour beaucoup. Donc, Walker Zimmerman, c'est mon choix. Parfait, donc le choix de Tristan. Pour le mien, c'est, je suis un peu du même avis que mon ami Mathieu Lemay. Je suis pour Mark McKenzie. Mark McKenzie, tout le monde pensait que Philadelphie, qui a tendance à perdre ses cadres quand ils ont perdu Austin Trusty, tout le monde pensait que ça allait être difficile pour la défense centrale. Ben non, Mark McKenzie, c'est lui le rock de cette défense. Faut pas oublier, 22 matchs sur 23 titulaires au sein de la meilleure défense de la MLS. Mark McKenzie, pour moi. Et toi, Anthony? Oui, moi, je vais y aller avec Nick depuis du LA Galaxy. Non, je blague. Je vais y aller avec Walker Zimmerman. J'ai pas le choix. Je vais prêcher pour ma paroisse. Vraiment, juste le fait qu'il soit nominé avec une équipe d'expansion, je sais pas si c'est quelque chose d'historique, mais c'est très rare que des joueurs d'une expansion sont nommés comme, par exemple, meilleur défenseur de l'année. Donc, j'avais pas le choix d'y aller avec lui. En plus, qu'il a été très important pour le club du côté offensif. Donc, non, vraiment, là, chapeau à Walker Zimmerman. Excellente saison. Ouais, ben c'est fini. C'est le choix donc de Culture Soccer. Walker Zimmerman sera le défenseur de l'année avec 3 votes contre 2 pour Mark McKenzie. Et une mention honorable aussi, on a oublié de mentionner, mais Jonathan Mensah a été extraordinaire aussi avec le Crew de Columbus. J'aimerais juste le préciser aussi. Passons au prochain trophée, le trophée du gardien de la saison. Alors là aussi, la lutte est très féroce et j'aimerais bien que Antoine Latran commence parce que Antoine, c'est quelqu'un qui a été lésé par ce trophée plus d'une fois avec Frey qui n'a jamais été nommé gardien de l'année. Donc, je vais te laisser commencer cette fois-ci et te laisser la parole, mon cher Antoine. Ouais, c'est une des rares saisons où je vais pas donner Stephen Frey gagnant. Il y en a 3, en vrai, il y en a quand même il y a eu très bons gardiens cette saison, beaucoup de compétitions, mais je vais partir sur Andre Blake. C'est pas très surprenant, mais c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe en termes de points lors de la saison régulière. Donc voilà, c'est assez logique. Il a rarement laissé son équipe de côté et vraiment géré cette défense comme personne. Donc oui, pour moi, Andre Blake, il n'y a pas vraiment de compétition cette année. Je veux donner une mention honorable à Dane Sinclair. Je ne l'ai pas vraiment donné à lui parce qu'il n'a pas joué assez de matchs, mais il s'est vraiment taillé un poste de numéro 1. Puis en tant que Canadien, moi j'adore ça. Mais oui, il faut le donner à Andre Blake. Il est solide, il devient une valeur sûre, c'est un des meilleurs joueurs CONCACAF de la Ligue. Capitaine, je sais pas s'il est capitaine de l'équipe de Jamaïque, peu importe, c'est mon choix. C'était un petit peu dommage de voir qu'il s'était blessé en fin de saison, mais là on voit qu'il peut peut-être faire un retour, donc je suis bien content pour lui. Ouais, ben moi, encore une fois, je vais pas être d'accord avec vous deux. Et pour moi, c'est Eloy Room qui serait mon choix à moi parce que, c'est pour moi et ma logique derrière tout ça, c'est que Andre Blake est quand même le gardien de la meilleure équipe de la MLS avec la meilleure défense de la MLS. J'aimerais le donner à quelqu'un d'autre qui a prouvé, même durant le gros down et la grosse méforme de Columbus, Eloy Room est le seul joueur qui est vraiment sorti du lot. Donc pour moi, Eloy Room, le gardien du Curaçao. Je sais pas, Anthony, si jamais tu vas aller de mon côté ou bien aller du côté de Tristan et Antoine. Moi, je vais y aller avec du côté de Tristan et Antoine parce que pour être la meilleure défense, il faut avoir le meilleur gardien. Je pense que si on me met dans la cage de Philadelphie, il va y avoir beaucoup plus de buts encaissés. Vraiment, Andrew Blake, c'est un pourcentage d'arrêt de 77%. Donc, je pense qu'il y a une grande importance dans cette défense. Et c'est selon moi grâce notamment à lui qu'ils ont eu le Super Third Shield. Donc, moi, je vais y aller avec Andrew Blake. Désolé, Adi.
Ben, moi, personnellement, même si pour moi, André Blake va être celui qui mériterait le trophée, j'ai choisi Jimmy Maurer de Dallas. C'est lui qui a les meilleures statistiques dans l'ensemble pour les gardiens de but dans la MLS, que ce soit la moyenne de buts alloués. Et il y a même un pourcentage d'arrêt plus élevé qu'André Blake. Il est bon dans à peu près toutes les phases du jeu comme gardien de but. Il est fort au niveau de la concentration. Il est fort aussi sur les tirs de près. C'est quelqu'un qui est généralement assez vigilant. Et moi, c'est un gardien, peut-être qu'il n'est pas nominé parce que Dallas n'a pas joué le tournoi MLS S-Back, donc il a peut-être joué un petit peu moins de matchs par rapport aux autres, mais ses statistiques, si on fait un comparatif avec tous les autres, il surpasse beaucoup de gardiens. Et je trouve que ça méritait d'être souligné. Moi, il est passé peut-être un peu sous le radar, mais moi, il m'a beaucoup impressionné, et c'est pour ça que c'est mon choix. D'accord, un choix donc très légitime, mon cher Mathieu. Puis bon, finalement, je pense encore une fois, ce sera Tristan, Antoine et Anthony qui ont désigné le gagnant du trophée Culture Soccer pour le gardien de l'année, qui sera André Blake. On passe au prochain trophée, qui sera le trophée de la recrue de l'année. Donc, juste pour préciser, la recrue de l'année, c'est vraiment complètement un joueur qui n'avait jamais joué en MLS, qui est venu à ce moment-là jouer sa première saison et qui a impressionné. Cette fois-ci, on va commencer par Tristan D'Amour. Tristan, quelle est la meilleure recrue pour toi en MLS cette année? Pour moi, c'est Robert Beric de Chicago. Il n'a pas nécessairement eu le meilleur début de saison, mais je trouve que vers la fin, il a vraiment mis l'équipe sur ses épaules. Puis il a fait que Chicago s'est battu pour une place en série vers la toute fin. Ouais, c'est ça. Il arrive de Slovaquie ou de Slovénie. Je me souviens plus. C'est un des deux. Mais ça prouve cette nouvelle trend en MLS d'aller chercher des joueurs qui sont dans des pays un peu plus champ gauche en Europe, mais qui vraiment vont te donner un retour sur ton investissement. Robert Beric est quand même un joueur qui était en Ligue 1, mais je suis complètement d'accord avec toi. Robert Beric, pour moi, nouveau pays, la pandémie, une mauvaise équipe, 12 buts, une passe décisive, un tueur. J'ai jamais compris pourquoi Saint-Étienne l'a laissé partir. J'ai jamais compris pourquoi Saint-Étienne ne lui donnait pas sa chance, parce qu'il a toujours été bon chaque fois qu'il a joué avec Saint-Étienne. Donc, je suis complètement d'accord avec toi, Tristan. Robert Beric pour moi. Moi également, oui, il y a eu un mois d'août là, assez désastreux, mais vraiment, là, il a amélioré ses performances en septembre-octobre, justement, où est-ce que ça devient important. Malheureusement, ça n'a pas marché pour le Fire, mais peut-être que s'il avait été encore mieux entouré, on en parlait un peu avec Antoine la semaine dernière, mais à Chicago, ça prend encore quelques acquisitions là, pour justement être au niveau des séries, mais justement, avec ces acquisitions-là, pour moi, Beric aurait pu finir meilleur buteur à seulement 2 buts de Diego Rossi. Donc, vraiment, c'est vraiment bien que ce qu'il a fait cette saison. En si peu de temps, en plus, avec le COVID et tout, de devoir s'adapter à une nouvelle ligue, c'est pas toujours facile. Et il a réussi avec brio. Donc, ouais, je le donne à Robert Beric pour ses 12 buts en 23 matchs. Moi, j'ai choisi Emmanuel Reynoso de Minnesota. Il a eu un départ un peu lent, mais lorsqu'il a été sur sa lancée, il a grandement contribué à l'excellente fin de saison de Minnesota. Il va falloir le surveiller de près en série. Son dernier match là, est assez emblématique de sa progression, mais en plus, ses statistiques et son profil, ce qu'il a affiché en MLS, c'est tout bonnement impressionnant pour une recrue. Et ça démontre à quel point Minnesota a fait un très bon recrutement en milieu de terrain. C'est un joueur qui, non seulement il est bon en dribble, mais c'est un très bon passeur. C'est quelqu'un qui est très bon avec le jeu à une touche. Et il est même capable de jouer défensivement en plus. C'est vraiment un milieu très complet. Alors moi, c'est une des nombreuses raisons, entre autres, là, pourquoi c'est mon choix cette année. Et je pense que s'il avait joué plus de matchs, Beric aurait été coiffé au poteau. Et moi, c'est le seul trophée où j'ai un peu fait le hipster dans les trophées officiels de la Ligue. Mais je suis parti sur Lewis Morgan, parce que je trouve que comme Beric était dans une équipe où il était vraiment pas aidé, le reste de l'armada offensive de Miami était, malgré les gros noms, pas si bonne que ça. Et contrairement à Zelarayan ou Alan Pulido, il n'a pas eu des coéquipiers très bons. Il est
Offensivement, vraiment percutant, pas forcément dans le dernier geste, mais aussi dans le centre. C'est un très bon centreur. Et même défensivement, ses stats sont très bonnes. Donc Lewis Morgan, ça a été vraiment mon petit coup de cœur cette année du côté de Miami. Et j'ai hâte de voir l'année prochaine s'ils reconstruisent autour de lui. Ouais, effectivement, c'est tous de très très bons joueurs, que ce soit Reynoso, que ce soit Lewis Morgan, mais finalement c'est Robert Beric qui va gagner le trophée Culture Soccer pour cette année. On passe au prochain trophée et c'est un trophée qui a fait couler beaucoup d'encre et c'est le jeune de l'année, donc qui a remplacé le trophée de rookie de l'année. Donc maintenant c'est le jeune de l'année, donc tout joueur en dessous de 22 ans maintenant peut le recevoir. Bon, il y a eu plusieurs discussions envers ça, même en ayant changé, beaucoup de personnes qui ont réfléchi, beaucoup de personnes qui décident de choisir un joueur différent. Je vais commencer moi-même. Pour moi, ce n'est nul autre que Brenden Aaronson. Je sais que je vais surprendre parce qu'il y a plusieurs autres joueurs qui peut-être le méritent selon vous, mais pour moi, Brenden Aaronson, c'est vraiment le métronome du milieu de terrain de la meilleure équipe de MLS. Je ne peux pas passer outre le fait que sans Brenden Aaronson, Philadelphie, cette année, ne serait pas aussi dominante. Donc, Brenden Aaronson, et d'un point de vue aussi personnel, je suis quelqu'un qui préfère la vision de jeu et quelqu'un de créateur qu'un finisseur. Donc, bon choix à moi, Brenden Aaronson. Parfait. Pour moi, ce serait Ayo Akinola. Personnellement, je trouve que trop peu de gens l'ont mis en valeur dans la conversation du jeune de l'année. Il a quand même fait 9 buts en seulement 11 matchs débutés, 15 apparitions au total. Et je trouve que c'est assez incroyable à 20 ans, surtout que à plusieurs moments, moi, personnellement, il m'a fait oublier Jozy Altidore. Vraiment, il a été important lorsque, justement, Altidore était blessé. Et c'est en partie grâce à lui là, que Toronto est aussi haut dans le classement. Je pense que si un jeune de 20 ans n'aurait pas eu cette présence sur le terrain, c'est ça, Toronto en serait pas là aujourd'hui. Donc, vraiment, oui, c'était surtout pour le mentionner. Je pense pas qu'il va le gagner, mais c'était pour vraiment qu'il aille au moins un vote. Moi, j'ai peut-être pas choisi le choix le plus populaire. Je suis resté avec Diego Rossi, surtout avec l'argument voulant que Carlos Vela n'ayant pas été là très souvent, Rossi a continué quand même de produire. Et pour un jeune joueur, ça reste quand même important d'être capable de maintenir ce haut niveau de production, surtout quand tu n'es pas entouré des meilleurs qui étaient avec toi lorsque tu es arrivé. Et à mon sens, d'après moi, la MLS, juste parce que c'est LAFC aussi, j'ai comme l'impression que c'est à lui qu'on va lui donner le trophée, même si Brenden Aaronson, effectivement, a été impressionnant pendant toute la saison. Ce sont tous de bons choix. Mais je le donne à Diego Rossi justement parce qu'il a montré qu'il pouvait produire sans être entouré des joueurs habituels qu'il y avait autour de lui la saison précédente. Ouais, je suis complètement d'accord, moi aussi, Diego Rossi. Je pense pas qu'il y ait un autre choix possible, vraiment. C'est le deuxième meilleur joueur de la MLS. Donc, forcément, chez les moins de 22 ans, ça va être pareil pour moi. 14 buts en 19 matchs, c'est assez incroyable. Il semble, Carlos Vela, comme tu l'as dit, il a totalement porté cette équipe. Il était capable de jouer malgré les blessures de tous les autres. Enfin, certes, il est finisseur, mais il crée aussi des actions à lui tout seul. Il n'est pas juste devant le but à planter, quoi. Il crée des actions et il est incroyable à son âge. C'est vraiment assez saisissant et on espère le voir partir vers des très bons clubs très tôt pour montrer que la MLS sait faire jouer les jeunes. Ben oui, tu sais, Brenden Aaronson, il est bien bon, là, mais Diego Rossi, quand t'as Diego Rossi qui est éligible à ce prix-là, t'as comme pas le choix de voter pour lui, là. Il va battre le record de transfert de la MLS quand il va sortir de LAFC. Il a montré qu'il marquait encore. Je veux dire, on en dans les séries, il pourrait peut-être être encore plus dangereux. Sincèrement, c'est un no-brainer de prendre Diego Rossi, sincèrement. Ah ben écoutez, Diego Rossi, le récipiendaire du trophée du jeune de l'année pour Culture Soccer. Pour le prochain trophée, c'est je pense un trophée qui a le mérite d'être vraiment porté très très haut parce qu'on a toujours tendance à parler des joueurs et de leur qualité et ainsi de suite, mais derrière il y a quelqu'un qui est derrière eux, qui les encourage, qui les aide, qui met des tactiques en place et il y a tout un staff d'entraîneurs. Donc on va nommer l'entraîneur de l'année, mais bien évidemment quand on parle d'entraîneur, c'est aussi surtout le staff au complet qui serait récompensé. Donc je reviens avec Anthony. Anthony, pour toi, qui était l'entraîneur de l'année cette année en MLS?
Ouais, moi je suis allé avec Pete Vermees. Honnêtement, c'est peut-être un peu mon côté old school, mais vraiment faire qu'est-ce qu'il a fait d'être un des pires clubs en MLS la saison dernière au premier de l'Ouest cette saison. Faut quand même le faire. Oui, il y a eu Pulido, mais qui est arrivé, mais je pense vraiment que Vermees a son mérite dans la remise en forme du club là, en si peu de temps. Donc vraiment, je vais avec Vermees, qui a fait une très belle saison, je trouve, cette année. Eh bien, moi, de mon côté, c'est Jim Curtin de Philadelphie parce qu'on parle d'une équipe qui n'a pas de gros moyens financiers, mais qui a continuellement fait progresser cette équipe-là vers le haut. Et cette saison, c'est Philadelphie qui a remporté le Supporters Shield de façon très méritée. Et à mon sens, non seulement c'est un reflet de la parité en MLS, c'est-à-dire que tu peux réussir avec peu de moyens, mais si tu es un bon entraîneur et si tu as la patience de lui faire confiance, éventuellement, ça finit par apporter. Jim Curtin a été le vignoble qui a fait que le vin est arrivé à maturité à Philadelphie. Et cette saison, ça s'est confirmé. Alors pour moi, c'est l'entraîneur de l'année. Pareil de mon côté, ça se jouait vraiment entre lui et Palera a eu la chance d'avoir un budget plus conséquent et des éléments plus forts sur le papier. Voilà, c'était, je trouve, plus simple pour lui de réussir cette mission. Alors que Jim Curtin, ça fait plusieurs saisons que vraiment il attend que ses joueurs arrivent à maturité. Et cette année, malgré toutes les difficultés de la pandémie, etc., c'était la bonne année pour faire jouer un peu cet effectif composé de jeunes, mais aussi de joueurs expérimentés et les mettre bien ensemble. Et Curtin a fait ça à la perfection. Donc voilà, Jim Curtin pour moi. Non, mes respects à Jim Curtin, là, mais ça s'en venait le projet, on le sentait. Là. Oscar Pareja, là, pour avoir travaillé avec beaucoup de gens à Orlando, là, c'est vraiment Oscar Pareja qui change la donne. C'est un peu comme quand Greg Vanney est arrivé à Toronto. Parce qu'Orlando, là, les gars, là, on va se le dire, là, puis on n'en parle pas assez, là, mais Orlando, là, avec le changement qui est en train de s'arriver, là, ça peut être le prochain Toronto FC. Ils ont le budget, c'est une grosse ville, c'est un gros marché. Sincèrement, s'il n'y a pas le coach de l'année, moi, je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Bah, en tout cas, Tristan, tu vas pas comprendre parce que moi aussi, je choisis Jim Curtin. Pourquoi? C'est aussi simple que ça. Écoute, pas besoin de donner de raison selon moi. Je pense que la plupart des raisons ont été dites, dont le Supporter Shields, mais aussi meilleure équipe de l'année, meilleure défense de l'année, 4e meilleure attaque, avec une équipe de jeunes qui a été construite vraiment doucement et lentement. Puis très sérieusement, moi, je suis fan de ces équipes-là. Construite vraiment du plus profond et qui arrive à maturité. C'est mon style à moi. Au lieu de venir avec une centaine de millions de dollars et dire, ben voilà, j'achète X, Y et Z, puis je suis meilleure équipe de l'année. Donc, mon côté, Jim Curtin, chapeau bas, mon ami. Vraiment, c'est à toi que revient le trophée de Culture Soccer. On passe au dernier trophée de la première partie, les vrais de vrais. Et je pense que là, ce sera beaucoup plus mitigé. Je pense que c'est le seul trophée où il y a vraiment beaucoup de choix, où on peut vraiment surprendre. Et c'est le trophée de comeback de l'année. Qu'est-ce que ça veut dire comeback? Ça veut dire qu'on a eu une saison à MLS l'année saison passée qui a été mauvaise. Et cette année, on a brillé de mille feux. On a impressionné tout le monde. Et je vais laisser Mathieu Lemay débuter avec ce trophée-là. Donc, pour toi, qui est le joueur récipiendaire du trophée comeback de l'année pour Culture Soccer? C'est vrai que le choix était pas facile parce qu'effectivement, on avait un peu l'embarras du choix pour ce trophée-là. Personnellement, je vais le donner à Kevin Molino de Minnesota parce qu'il revient de loin. Alors qu'il a 30 ans cette année, il a enfin connu une saison, je dirais pas normale, mais en fait, il a joué un nombre de matchs enfin suffisamment conséquent. Et il a produit pour Minnesota. Il a marqué 8 buts et il a été efficace dans la très grande majorité de ses matchs. Alors, pour quelqu'un qui revient de loin comme ça, revenir comme ça sur le devant de la scène, alors que beaucoup pensaient peut-être que sa carrière était je dirais pas terminée, mais en tout cas, elle n'allait pas revenir au beau fixe. On ne croyait pas beaucoup à son retour. Ce qu'il a réussi à accomplir, moi, je lui lève mon chapeau et je voulais, à juste titre, le souligner. Puis c'est pour ça que c'est mon comeback de l'année. Eh bien, c'est pas la première fois, ni la dernière fois que je pense que je suis d'accord avec Mathieu. Pareil pour Molino de mon côté. Super joueur qui a vraiment poussé Minnesota dans une belle fin de saison. Et il a dit toutes ses qualités. Moi, j'ai plutôt surtout tiré sur celui qui a été choisi par la MLS hier, Bradley Wright Phillips. Le mec a quand même joué 29 matchs l'année d'avant avec des stats pas ouf. Là, ok, il est bien revenu, mais
pour moi, le comeback player of the year, c'est vraiment revenir d'une saison noire et Molino avait été extrêmement blessé, très très peu joué. Et donc pour moi, c'est lui qui prend le vote. Tu me donneras le numéro de ton astrologue, Antoine. Ouais, va vraiment. Moi, c'est le prix que j'aime le moins, là, sincèrement, de tous les prix, parce que va vraiment falloir donner une précision sur c'est quoi là, le comeback, parce que beaucoup de gens votent pour quelqu'un qui revient de blessure. Moi, je vais vraiment pour le sens littéral du mot, là. He came back. Parce que Bradley Wright Phillips, là, il était censé être fini. Là. Quand il est sorti des Red Bulls, ça avait l'air un peu de la charité là, que Bob Bradley est allé le chercher. Il a changé son numéro de 99 à 66. C'était comme si c'était un arrière-pensée. Puis la blessure de Carlos Vela a vraiment fait que Bradley Wright Phillips a eu un autre moment de briller, puis il a rebrillé. He came back. He is the comeback player of the year. Oui, pour moi également, Kevin Molino, il a eu une grave blessure au ligament croisé. C'était sa deuxième en carrière. Il est revenu aussi fort qu'avant, même peut-être plus. Donc, comeback pour moi également. Ouais, ben moi c'est la même chose que vous tous, Kevin Molino pour moi. Molino est vraiment un joueur que à chaque fois qu'on sent qu'il est fini, ben il revient encore plus fort, il renaît de ses cendres. Et encore une fois, Kevin Molino, je pense, si jamais il n'était pas aussi bon, ben on n'aurait pas vu Minnesota qui a eu beaucoup de problèmes cette année. On n'aurait pas vu Minnesota performer autant. Donc Kevin Molino sera le choix de Culture Soccer pour le trophée de comeback de l'année. Donc, ça va clore à ce moment-là cette première partie des trophées Culture Soccer. On prend une petite pause et on revient avec la seconde partie. Nous voilà de retour pour la seconde partie des trophées Culture Soccer. Ben ça, c'est vraiment les trophées made chez nous. C'est comme ça que je les ai appelés, les hors-d'œuvre des trophées ici présentés par Culture Soccer. Donc, ce ne sont pas des trophées mentionnés en MLS, mais c'est des trophées que nous, on a voulu donner. Et chacun de nos invités ont eu le temps de préparer et de réfléchir à chacun des trophées. Donc, je ne les prends pas au dépourvu, même si, peut-être que je leur garderai une surprise à la fin. Commençons en premier par le premier trophée, le drafté de l'année. Donc, le joueur qui vient sortir de la MLS Super Draft. Pour vous, je sais qu'il y a aussi deux joueurs qui sortent du lot. Mais pour toi, Antoine Latran, qui est le meilleur drafté de la saison 2020 de la MLS? Comme tu as dit, il y a vraiment deux concurrents principaux. Perso, moi j'ai pris Daryl Dike, qui est vraiment un super joueur à regarder. Il est puissant, vif dans les appuis. Je me souviens que notre spécialiste college soccer nous a dit que c'était un joueur lent qui était vraiment juste en fait puissant mais hyper lourd. Et apparemment, il s'est vraiment affiné. Il a commencé à être de plus en plus rapide et il fait très bien le taf. Il a réussi à prendre les minutes de Michel, d'Akindele, de Dwyer, mais qui était blessé. De toute manière, je pense pas qu'il aurait commencé beaucoup de matchs. Mais voilà, il s'est vraiment imposé dans cette équipe d'Orlando qui fait plaisir et c'est plus qu'un simple finisseur. Il est vraiment des super mouvements sur le ballon. Donc voilà, Daryl Dike pour moi. Ouais, moi aussi je vais y aller avec Daryl DK. C'est DK, hein, c'est pas l'autre parce que l'autre mot aux États-Unis c'est pas joli. C'est le frère de Bright et le cousin, je crois, de Emmanuel Emenike. Donc ça run dans la famille, comme on dit. Repêché 5e, il y a quand même 4 joueurs qui sont passés devant lui et on voit à quel point il aide Orlando City. Sincèrement. Un très, très, très bon choix pour une équipe qui repêche très bien, il faut le dire. Ouais, moi aussi, j'avais le goût d'y aller avec Dyke, mais pour faire un peu original, j'aimerais ça parler de Alistair Johnston. Original, ouais. Ouais, le latéral droit de Nashville, je pense que personne ne l'attendait là, même pas moi. Et il a pris sa place au fil de la saison. Il a réussi à enlever la concurrence, Eric Miller, Beckless également. Et non, c'est rendu le latéral droit, le joueur clé au poste de latéral droit pour Nashville. Et non, c'est assez exceptionnel. Il n'y avait pas vraiment la carrure, je trouvais. Mais finalement, il l'a fait assez bien. Il y a encore quelques erreurs. Je pense que ça va s'améliorer avec le temps. Mais oui, Johnston, le latéral droit de Nashville pour moi. Mais j'avoue que j'avais choisi DK, mais je voulais faire changement.
Moi, contrairement à Anthony, je ne ferai pas un choix partisan. Je vais faire un choix neutre et objectif. Et c'est le choix d'à peu près tout le monde. C'est Daryl Dike d'Orlando. Et c'est pas juste pour faire plaisir à notre confrère Florian Mauger, qui doit bien dormir sur ses deux oreilles à entendre cette catégorie. Mais sincèrement, ce que Daryl Dike a fait à Orlando, pour un joueur qui est issu de la Super Draft, c'est juste impressionnant. 8 buts marqués. Et plus la saison avançait, plus Oscar Pereira lui faisait confiance. Et il a su, le remercier en produisant comme ça sur le terrain. C'était pas que son talent n'était pas évident, parce qu'au tournoi MLS Back, on l'avait peut-être pas beaucoup vu, mais au fur et à mesure, on a pu voir que c'était un joueur imposant, qui était vraiment très solide sur la finition. Alors franchement, chapeau, c'est lui le meilleur parmi les super draftés. Écoutez, moi j'ai beaucoup hésité entre deux joueurs, donc Daryl Dike comme vous, mais j'ai voulu le donner à Henry Kessler. Henry Kessler, qui est le défenseur central de la Révolution de la Nouvelle-Angleterre. La Nouvelle-Angleterre a eu beaucoup de problèmes offensifs cette année à cause de plusieurs blessures, dont de leur fameux Carles Gil. Et c'est la défense qui les a tenus dans le coup, avec juste 25 buts encaissés, qui est quand même une bonne défense à ce moment-là. Et Henry Kessler, que personne n'attendait à ce niveau-là, a été vraiment très, très bon en défense centrale. Donc, pour moi, ce serait Henry Kessler, le défenseur de l'année, le drafté de l'année, pardon. Et finalement, écoute, Culture Soccer a décidé et a nommé Daryl Dike le drafté de l'année pour la saison 2020. On passe à ce moment-là au prochain trophée, et c'est le trophée flop de l'année. Donc, pour préciser, le flop de l'année, ça exclut les recrues, parce qu'on ne voulait pas nommer de nouveaux joueurs. Il y a une autre catégorie pour ça. C'est vraiment le flop de l'année, selon vous. Tristan D'Amour, je te laisse débuter. Moi, j'étais pas sûr si on pouvait aller avec un entraîneur. Fait que je vais y aller avec mon joueur, Rudy Camacho. C'est une usine à erreurs cette année. Il a été responsable du déclin de l'impact des derniers temps. Ils ont pu faire les séries, mais c'est quand même, on peut quand même lui donner beaucoup de blâme. Et l'entraîneur, moi je vais le donner à Franck Debourg ou Franck Deboer, dépendamment de où vous êtes, comment prononcer son nom, qui lui aussi est une usine à rater. Il va pas très bien avec les Pays-Bas en ce moment. Ouais, deux très bons choix. Quand tu parles d'entraîneur aussi, je vais faire la même chose. Je vais nommer mon flop en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Mon flop en tant que joueur, c'est un de mes chouchous, c'est Julian Gressel. 2 buts, 3 passes décisives cette année. Désolé pour les oreilles sensibles. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe avec Julian Gressel? Je comprends pas. Il faut dire que d'ici, ça marchait pas très bien, mais n'empêche, un joueur de ce talent devrait pouvoir sortir son épingle du jeu. Ce n'est pas le cas du côté de Gressel. Du côté des entraîneurs, nul autre que Guillermo Barros Schelotto, qui finalement a été remercié pour le LA Galaxy. Je pense que même avec le manque de défense, je pense qu'il y avait moyen de faire mieux et de se qualifier pour les playoffs. Donc voilà, pour moi, ce serait Schelotto. Parfait. Pour moi, mon flop, je vais rester dans le cadre des joueurs. Pour moi, c'est Gustavo Bou, avec seulement 5 buts là, en 14 matchs cette saison. Pour moi, c'est tout simplement pas assez. C'est une des raisons pourquoi les Revs là, ont seulement inscrit 26 buts, qui est le plus petit total de buts pour une équipe qualifiée à l'Est, si on enlève les équipes d'expansion. Donc, vraiment, cette saison, on parlait beaucoup du manque d'efficacité devant le but de Nashville, mais les Revs, c'était un peu la même chose, seulement 2 buts de plus. Et je pense que c'est ça. Je pense que c'est en grande partie grâce au si peu, le si peu nombre de buts que Gustavo Bou a marqué cette saison. Moi, mon choix comme joueur pour commencer, c'est Cal Beckerman, qui a vraiment connu une saison horrible avec Real Salt Lake, à l'image de l'équipe d'ailleurs. On parle quand même d'un vétéran de la MLS là, qui est peut-être là depuis trop longtemps. Là, à 38 ans, là, je pense que la retraite est vraiment due pour lui. Ça a été une saison assez compliquée, merci. Comme défenseur, comme milieu défensif. Bref, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter sur ce joueur-là qui, pour moi, là où la MLS est rendue, lui, n'est plus à sa place. Et moi, l'entraîneur, on pourrait dire la pourriture de l'année, excusez du peu, c'est Ben Olsen, qui a été congédié de DC United. Mais on se demande comment se fait-il qu'il n'a pas été congédié après 10 ans de service. On n'a jamais su ce qu'il apportait à cette équipe-là. Et bizarrement, son départ a fait du bien puisque DC a bien fini la saison quand même. Alors,
au niveau des entraîneurs, c'est celui qui a été le flop de l'année, encore une fois. Et moi, j'avais choisi un entraîneur pour le flop de l'année, Guillermo Barros-Schelotto également, mais on peut aussi mettre Chris Klein avec le président du LA Galaxy. J'étais le premier vraiment au début de l'année à dire que c'est bon, Ibrahimovic est parti, on va pouvoir avoir vraiment la vraie tactique du LA Galaxy, on va pouvoir avoir Pavard, jouer ensemble, Kataï aussi, à une époque où Kataï était toujours là, et j'étais vraiment excité pour voir tout ce jeu dérouler. Je pensais qu'Ibrahimovic était ce qui empêchait le Galaxy de bien jouer, et ben finalement en fait c'était le contraire, c'était celui qui cachait toutes les failles tactiques de cette équipe, et le Galaxy a été misérable cette année, c'est assez dingue. Pourtant ils ont un effectif de qualité, même en défense ils vont chercher des mecs qui Insua, certes c'est un flop, mais normalement sur le papier ça marche ce genre de transfert. Donc, je pense qu'il y a un vrai problème au Galaxy. Barros-Schelotto, mais aussi Chris Klein, le président. Il y a beaucoup de choses à changer. Bon, Culture Soccer a parlé, le flop de l'année est un entraîneur et c'est Guillermo Barros-Schelotto. 2 votes pour lui. Ça a été très, très proche. Il y a eu beaucoup de votes à droite et à gauche, mais ce sera JBS qui fait plus partie de la MLS maintenant. Non, voilà pour le flop. Le prochain trophée, on va l'appeler le trophée trop cru. Trop cru pour le jeu de mots, la mauvaise, la pire recrue de la MLS en termes de joueurs dans ce cas-là, s'il vous plaît. Donc, on va commencer. En fait, joueur ou entraîneur, en fait. Non, je vous laisse libre à votre interprétation. Je vais commencer par moi-même. Et pour moi, c'est nul autre que Chicharito. Javier Hernandez amené en grande pompe à LA Galaxy avec des vidéos, avec son fameux appel téléphonique à son père en disant c'est la fin de ma carrière. Ben oui, c'est la fin de ta carrière, mon cher ami, parce que même si jamais tu as été blessé, tu as été vraiment nullissime. Même si tu étais dans une équipe qui était nulle, tu as été toi-même nullissime. 2 buts en 12 matchs pour un joueur désigné. Amplement pas suffisant. Chicharito, pour moi, qui est le prochain? Oui, pour moi aussi, c'est Chicharito. Vraiment, j'ai les mêmes raisons que toi, mais j'aimerais ajouter que Chicharito, à chaque but qu'il a marqué, il a gagné 3,5 millions pour un total de 7 millions cette année. Donc, c'est vraiment trop cru. Et oui, moi aussi, j'aurais aimé ça être payé autant pour chaque but marqué. Ça va dans le même sens que vous, messieurs. C'est effectivement Chicharito Hernandez, considérant ce que ce joueur-là était autrefois et de le voir comme ça, descendre au plus bas, arriver en MLS comme joueur désigné surtout, et vraiment, ne rien foutre pour aider cette équipe. Et vraiment, là, je pense que lui aussi, il y a peut-être une retraite anticipée qui l'attend, parce que franchement, là, au prix que ça a coûté, mais ça ne fait que confirmer aussi comment le recrutement bling-bling du Galaxy s'est rendu du n'importe quoi. Puis Chicharito, c'est dommage à dire, mais c'était une chute que moi j'anticipais. Puis là, encore une fois, cette année, il a prouvé, au prix que ça coûte, qui a été nul comme ça. C'est vraiment le trop cru de l'année. Ouais, j'ai failli choisir Chicharito aussi, mais j'avais changé un petit peu au dernier moment de ce podcast pour Edinson Flores, qui devait être un petit peu le représentant de cette nouvelle génération de DC United. Plus de Wayne Rooney, plus de Lucho Acosta, c'est bon, c'est Flores qui va avoir les clés de ce milieu de terrain d'ici. Et finalement, c'est quand même un flop. En plus, dans mes souvenirs, il a été acheté quand même plutôt cher de la Liga MX. Et on l'a très peu vu cette année. Quand il n'était pas blessé, il n'était pas très bon. Alors qu'il y a des joueurs, comme tu as dit, il y a Gressel, il y a Ola Camara devant. Il y a des mecs avec qui on peut donner des ballons plutôt bons. Et pour moi, le problème, c'est que le numéro 10 n'était pas là pour les donner. Il y a d'autres problèmes dans cette équipe, mais Edinson Flores représente bien toutes les lacunes qu'a eu DC United cette année. C'est un très bon choix d'Antoine. D'ailleurs, Flores est dans le top 5 des chandails les plus achetés de la MLS. Ça a été tombé récemment. Je vais le donner à Chicharito, mais je mets quand même un astérisque parce que Chicharito est arrivé, il avait joué déjà une saison complète. Il n'avait presque pas eu de temps. Il est arrivé déjà avec une saison complète dans les jambes à Séville. Et après ça, il y a eu la pandémie, MLS is back, il s'est blessé. Puis après ça, sur le dernier cran de la saison, là, tu peux vraiment dire, OK, oui, ça n'a pas été bien, mais je comprends, je lui donne moi aussi, mais j'ai quand même des réserves parce que peut-être qu'il peut, s'il est en jambes l'année prochaine, il peut quand même revenir de cette mauvaise saison-là.
Ah oui, à ce moment-là, il sera peut-être choisi comeback, mais maintenant, c'est clair, net et précis. Chicharito sera le trophée de trop cru de Culture Soccer. On passe au prochain trophée, l'équipe Wow, donc l'équipe qui vous a surpris cette année. Je vais commencer moi-même aujourd'hui pour cette catégorie-là. L'équipe Wow, pour moi, c'est nul autre que Nashville. C'est pas pour faire plaisir à mon ami Anthony de Varenne, mais très sérieusement, je pense qu'il y a personne, aucun observateur, aucun expert de la MLS qui aurait cru que Nashville serait aussi haut. Tout fait du sens du côté de Nashville. Les joueurs, le staff, la tactique défensive, j'aime beaucoup. Une équipe qui m'a surpris, Nashville SC, et c'est mon choix pour ce trophée-là. Parfait. Pour moi, c'est le Sporting Kansas City. Ça va un peu avec dans le même chemin là, que mon entraîneur de l'année qui était Pete Vermes. Honnêtement, je les attendais pas aussi haut. J'étais sûr qu'il allait faire le retour à l'habitude, mais à être premier, je m'en attendais vraiment pas. Et non, vraiment, ça m'a surpris. Et non, c'est un peu les mêmes raisons que mon entraîneur de l'année, là. Donc, je vais pas me répéter, mais oui, c'est le Sporting Kansas City. Moi, ça a été un choix un peu difficile parce qu'il y a plusieurs motifs qui font qu'il peut y avoir une équipe surprise, mais j'ai décidé d'y aller avec les Earthquakes de San Jose parce que tout allait mal après leur élimination en tournoi MLS is Back et on attendait beaucoup de Mathias Almeida comme entraîneur. Et ensuite, après cette séquence avec 3 défaites où ils ont reçu des raclés, ils ont enchaîné, ils ont repris la balle au bon, malgré la perte aussi d'un de leurs joueurs désignés en plus. 3 victoires en 4 matchs, et ils ont fini la saison en force et ils ont réussi à se faufiler en série à l'arrivée. Alors, pour relever la tête comme ça en cours de saison, là, après avoir eu la tête sous l'eau et d'avoir repris du poil de la bête comme ça, je trouve que pour moi, c'est une des très, très grandes surprises de la saison. Si probablement on les attendait plus haut dans leur progression. Alors, pour les avoir vu jouer contre Seattle, je veux dire qu'ils m'ont pas impressionné beaucoup les Earthquakes. Moi, j'ai choisi les Colorado Rapids. Alors, c'est un peu triché parce qu'ils ont joué beaucoup moins de matchs que les autres, mais ils arrivent quand même à une surprenante 5e place en conférence Ouest, alors qu'il y avait eu vraiment des gros problèmes dans cette équipe en début de saison. Et Robin Fraser a réussi à bien remettre son équipe dans les bons rôles en donnant une place très importante à Cole Bassett qui a fait une excellente saison. Diego Rubio, qu'on n'attendait pas forcément en tant que titulaire, a pris la place de Camara, l'a même poussé à la sortie, et Diego Rubio joue très bien dans ce rôle de faux numéro 9. Derrière, les Shinichiki, les Namli, les Sam Vines et Rosenberry ont fait des saisons aussi plutôt bonnes. Donc j'ai trouvé que Fraser s'est bien débrouillé avec ces Colorado Rapids qui partaient vraiment en mauvaise position après le MLS is Back. Moi, je vais la donner à Orlando City. Les gars, je vous le dis, là, Orlando City, on commence à voir la même chose que Toronto FC. Orlando City, c'est une équipe qui, dans quelques années, on va se dire la même chose. On voit les mêmes patterns. Il y avait des joueurs là, oui, je comprends. Mais ils n'avaient jamais fait les séries avant, pareil comme Toronto FC. Ils font les séries, ils arrivent with a bang, avec un entraîneur qui change la donne, un peu comme Greg Vanney. Il y a des très bons joueurs vétérans, comme Nani. Il y a des très bons jeunes joueurs, comme DK, comme Chris Mueller. Ils ont ajouté des bons éléments à des bons endroits stratégiques. On parle de gardiens. Je veux dire, cette équipe-là, là, les gars, là, ça s'en vient. Ça s'en vient. Parfait. Donc, bon, finalement, malheureusement, il n'y a personne, il n'y a pas un trophée qui va être donné parce que personne n'a choisi la même équipe. Par contre, bon, ex-aequo avec ces 5 équipes-là, chacun a choisi, donc, entre Nashville, Colorado, Sporting Kansas City et les San Jose Earthquakes et les Colorado Rapids. Donc, les 5 équipes choisies ex-aequo par l'équipe de Culture Soccer. On passe au prochain trophée, l'équipe Ouch! Donc, l'équipe qui a été super décevante selon vous. Je vais commencer par mon ami Antoine Latran. Le Galaxy, forcément, le Galaxy, y a pas, c'est horrible. Cette équipe légendaire de la MLS qui est là où elle est, n'allez surtout pas lire mon article sur Chicharito, sur Culture Soccer, où j'étais en train de dire, c'est bon, c'est génial, on va avoir Pavon, Chicharito, Katai, mais qu'est-ce qui ne peut pas arriver? Enfin, leur recrutement paraissait génial. Katai, super joueur, Chicharito, pareil, même Sacha Kljestan ou Insua, enfin, c'est des joueurs qui paraissaient très bons.
Et ça a été un fail terrible. Je ne sais pas quoi dire, cette équipe. Ça fait des années qu'elle fait les mauvais choix en termes de recrutement, qu'elle ne va pas chercher des joueurs en défense, qu'elle prend des joueurs sur le côté marketing plutôt que le côté sportif. Et voilà, ça a vraiment pas marché. Et c'est triste c'était il n'y a pas si longtemps que Galaxy était la meilleure équipe de la MLS pour plusieurs saisons consécutives, ce qui était un exploit en soi. Et vraiment, depuis le départ de Bruce Arena, ça ne va plus dans cette équipe et il faut, à mon avis, tout refaire. Donc voilà, le LA Galaxy. Je ne reconnais pas LA. Je veux dire, cette équipe-là, c'était pendant longtemps dans le marché de LA la seule qui gagnait des trophées avec les Lakers. Mais ils sont où, le Galaxy? Redonnez cette équipe à la Californie du Sud. Give that to SoCal, s'il vous plaît. Les meilleures années, c'est les années de Landon, c'est les années de Robbie Keane, de Omar Gonzalez. C'est ces années-là. Et là, on est tellement loin de ça. Redonnez cette équipe-là. Ramenez-la dans les années 2000, cette équipe-là. Sincèrement, je ne reconnais plus. Puis ils se font dépasser par LAFC. C'est triste. C'est triste à voir. Ouais, effectivement. Ben écoutez, moi, c'est aussi pour faire original. Bon, LA Galaxy, pour moi, c'était le choix logique. Par contre, je suis allé avec LAFC. Je suis très, très étonné de voir LAFC. Oui, ils sont 7e, ils se sont qualifiés pour les playoffs, 7e du côté de l'Ouest, mais pour moi, LAFC aurait dû dominer cette ligue-là avec Brady Wright Phillips. Mais après, bon, quand tu vois que tu te débarrasses de ton meilleur défenseur de l'année pour mettre Dejan Jakovic en défense centrale, ben voilà ce que ça donne. Donc, LAFC, pour moi, je pense qu'arrivé à un moment, la MLS doit se réveiller, que oui, c'est très bien d'avoir des forces, de la force offensive, mais défensivement, si t'es pas bon, ben tu vas te faire manger. Et c'est effectivement ce qui est en train de se passer. C'est les équipes les plus équilibrées qui sont en tête dans les deux conférences et non plus les équipes avec la meilleure attaque comme c'était l'année passée. Donc, LAFC pour moi. Pour moi, ça va être le Real Salt Lake. Oui, d'une passe pour le sportif. Ils ont été un des pires clubs dans la ligue cette saison. Leur réserve également en USL. Mais moi, c'est surtout pour le extra sportif au niveau des dirigeants. Leur propriétaire de Hansen, c'est vraiment ouch. Je pense que ça représente bien la catégorie. Vraiment, il a pratiquement pas payé ses employés lors de la COVID-19. Il a fallu que ce soit des joueurs qui payent les employés. Par après, il a fait des commentaires vraiment très sévères lors du Black Lives Matter et tout. Finalement, il va vendre l'équipe. Je pense que ça, c'est le seul point positif. Mais vraiment, le Real Salt Lake, là, au niveau sportif et extra-sportif cette saison, c'était très ouch. Et s'il vous plaît, n'allez pas lire mon article, le projet RSL que j'ai sorti au début, parce que je lui fais quelques compliments. Ben, moi, justement, mon avis rejoint celui d'Anthony parce que, justement, je trouve que ça ferait... dans l'actualité, on ne pouvait pas faire autrement que de souligner que les propos du propriétaire d'Eloy Hansen n'avaient tout simplement pas leur place dans le contexte de ce qui se déroulait aux États-Unis. Et comme ça, là, disons, flinguer tes propres joueurs sur la place publique pour une question comme les injustices raciales, c'est tout bonnement là, aberrant, c'est indéfendable. Et on voit à quel point ce genre de situation-là peut avoir des effets mentalement sur les joueurs. Et c'est pour ça qu'au niveau sportif, le Real Salt Lake a été très décevant. Faire capoter comme ça un projet qu'effectivement sur Culture Soccer, mais on pouvait le constater là, objectivement, c'était un beau projet. Il y avait quelque chose qui se bâtissait dans cette équipe et tout ça s'est effondré à cause d'un propriétaire et d'une étroitesse d'esprit indéfendable, comme je disais. Ben, pour moi, c'est ça. C'est Real Salt Lake, la grosse déception de l'année, extra-sportif et intra-sportif. Ben écoutez, il y a match nul entre LA Galaxy et le Real Salt Lake pour le trophée Culture Soccer, mais je vais le donner quand même au LA Galaxy parce que je l'ai mentionné quand même. Donc LA Galaxy, le récipiendaire du trophée équipe ouch de l'année. On passe à certains joueurs, des petits trophées donnés aux joueurs. On commence par le joueur le plus intimidant. Donc c'est le titre du trophée que j'ai donné. Je vais vous laisser l'interpréter à votre manière. Je vais commencer à ce moment-là par mon ami Tristan D'Amour. Tristan, qui est pour toi le choix le plus intimidant, le joueur le plus intimidant de cette saison de MLS? Moi, je vais le donner à Jordan Morris. C'est un ailier gauche, mais il fait 6 pieds. Bon, je sais qu'il y a des Européens qui écoutent ça dans 1m83. Ouais, 1m83. Des fois, tu te demandes s'il joue pour les Sounders ou il devrait jouer pour les Seahawks.
Mais je pense que intimidant sur le terrain, mais aussi comme individu, il est quand même, il trône vraiment au-dessus de ses coéquipiers physiquement aussi. C'était un des bons jeunes américains qui s'en venait. Là, il fait un peu partie de la génération plus âgée parce que l'équipe américaine a quand même beaucoup de joueurs qui ont 17-18 ans. Mais Jordan Morris, toujours très, très bon, toujours une valeur sûre quand on rentre en série avec les Sounders. Donc, je vais lui donner à lui. Moi, Parfait. Vas-y, Anthony, excuse-moi. Désolé, Adi, c'est à toi. Oui, exactement. Donc, moi, de mon côté, je vais choisir le joueur le plus intimidant. C'est pour moi Robin Jensen du côté de Orlando City SC. Ce joueur-là, chaque fois que je le vois, j'ai envie de me cacher quelque part. Il me rappelle, pour ceux qui connaissent le soccer européen depuis longtemps, il me rappelle un peu Olof Mellberg, qui était aussi, lui, défenseur central suédois. J'aimerais bien voir Robin Jensen avec la grosse barbe, comme Nathan Borchers, pour ceux qui ont connu les Timbers de Portland. Et à ce moment-là, je pense qu'il n'y a pas un seul joueur ou une seule personne qui n'aurait pas peur de lui. Donc, pour moi, le joueur le plus intimidant, pour moi, c'est Robin Jensen. Vas-y, Anthony, c'est ton tour. Oui, donc moi, j'ai choisi Diego Valeri, pas pour les mêmes critères que vous. Moi, c'était vraiment pour sa longévité. Vraiment, là, à 34 ans, il marque encore autant, il fait encore autant de passes décisives. Moi, honnêtement, si je suis la défense adverse, j'ai peur de voir Diego Valeri sur le terrain. Parfois, il peut sembler assez tranquille et à tout moment, il va te faire quelque chose. Vraiment, moi, je suis plus allé sur le jeu et c'est ça. Il est là depuis 2013. Il fait toujours la même chose. Donc, non, moi, ça serait Valeri. Tout le monde a déjà pris un choix unique. Moi, j'ai choisi Thiago Santos du FC Dallas. Quand je l'ai vu contre Montréal et quand j'ai vu les autres matchs, j'ai remarqué à quel point ce milieu défensif, malgré ses 31 ans et malgré qu'il mesurait juste 6 cm de plus que moi, qui est déjà pas très grand, était vraiment intimidant sur le terrain parce qu'il est dur sur l'homme, il est dur sur l'adversaire, il est fort aussi sur duel aérien pour quelqu'un qui n'est pas le plus grand. C'est quelqu'un qui est toujours collé sur l'adversaire et qui commet beaucoup de fautes, évidemment, mais il est tellement dur que j'ai remarqué que beaucoup n'osaient pas l'approcher sur le terrain tellement que il était intimidant par sa présence physique et son jeu. Et c'est pour ça que mon choix, ça va vers lui, Thiago Santos, qui a connu d'ailleurs une très bonne saison sur le plan milieu, au poste de milieu défensif. C'est pas un hasard, donc voilà. Perso, j'ai beaucoup hésité avec Joao Paulo, mais j'ai donné finalement à Diego Chara, qui a fait une super saison au milieu de terrain du côté de Portland et il est très intimidant aussi. Vraiment, il ose aller au contact lorsqu'il le faut avec Portland. Donc voilà, niveau intimidant, je trouve que Diego Chara l'est. Ouais, ben c'est vrai, effectivement, plusieurs très bons choix, donc pas vraiment de vainqueur unique, mais 5 très bons choix, je pense. On a chacun donné notre point de vue par rapport à tout ça. On passe au prochain trophée, on va aller un peu plus vite cette fois-ci et je vais être un peu plus sévère avec le chronomètre. On passe à ce moment-là à l'amical, donc le joueur le plus amical, et je vais commencer cette fois-ci par Mathieu Lemay. Ça, c'était pas facile comme choix, comme joueur amical, mais bizarrement, moi, je pense qu'on va passer un choix autre parce que j'étais trop hésitant pour celui-là. Désolé, Adi. Ah, ben c'est correct, il n'y a pas de problème. Donc, Mathieu. Je lève mon joker, je vais attendre un peu. OK, ben on va passer alors à ce moment-là. Antoine, je te laisse choisir ton choix là. Ouais, moi j'avoue que je suis allé vers l'équipe que je connaissais le plus et je vous ai choisi Will Brown, il était même nommé dans les Comeback Player of the Year après plusieurs blessures. Il est revenu pour jouer un petit peu les seconds couteaux de l'attaque lorsque Ruiz Diaz ne pouvait pas jouer en neuf. Et c'est un mec, enfin tu le regardes, tu as envie d'aller au bar avec lui, quoi. Il est gentil, il est souriant, c'est un peu un gros nounours. Et c'est vraiment un attaquant de la MLS 1.0. Donc voilà, Will Brown pour moi c'est le joueur amical de l'année. Pour moi, c'est Samuel Piette. Je veux dire, à l'extérieur du terrain, je veux dire, juste à le regarder sur le terrain, il a l'air tellement fin. Le connaissant un petit peu à l'extérieur du terrain, c'est un garçon incroyable. Il vient devenir père. Tu sens qu'il cares. Tu vois vraiment à quel point c'est un bon gars. Mention honorable à Zarek Valentin, qui est un très bon gars aussi, d'ailleurs.
Ouais, après, amical veut pas dire spécialement un mauvais gars, spécialement un bon gars. Ça peut être juste quelqu'un que tu as envie d'enlacer, en fait. Donc, et pour moi, j'ai beaucoup hésité aussi, mais j'ai choisi aussi l'équipe que je suis le plus, donc du côté de l'Impact de Montréal, et j'ai choisi la même chose, Samuel Piette. C'est vraiment très, très drôle qu'on ait choisi le même joueur, Tristan, mais c'est vraiment un mec très, très bien. On le voit, il a même dit, il est suspendu pour le premier tour des playoffs, et sa réponse est, bah, au moins, je suis avec mon petit enfant, puis ça me remonte le moral. Puis j'ai trouvé ça très, très cute. Donc, Samuel Piette de mon côté. Pour moi, Adi, j'ai une question. Est-ce qu'Alan Gordon est encore éligible? Non, malheureusement. Non, OK. OK, à ce moment-là, j'y allais avec Chris Wondolowski. Oui, parfois, il peut faire peur à l'équipe adverse, mais j'ai l'impression, en tant que coéquipier, ça va être un modèle pour les homegrown de l'équipe. Et non, vraiment, si je faisais partie là, de l'organisation des Earthquakes, je suis sûr que je serais tout le temps collé après lui. Mathieu, est-ce que tu veux donner un choix ou tu laisses tomber pour ce... Non, je vais donner un choix parce que vous m'avez convaincu. J'y vais avec Samuel Piette. J'hésitais parce que, bon, c'est un milieu défensif et qui peut être parfois dur sur le terrain, mais effectivement, en dehors du terrain, puis quand on prend la peine de bien le connaître et en comparaison d'autres joueurs à son poste, il est comme un gentil toutou qu'on aurait le goût de prendre dans ses bras. Et puis voilà. Et comme deux d'entre vous l'ont choisi, ben, vous m'avez convaincu, messieurs. Je choisis Samuel Piette parmi la flopée de choix que j'avais. Mais bon, je suis un sentimental, c'est pour ça que j'avais plusieurs choix et que j'étais hésitant. Parfait. Donc, le trophée va aller le trophée Culture Soccer va aller à Samuel Piette de l'Impact de Montréal. On passe au prochain et je vais l'appeler le bully. Donc, la personne, vous pouvez l'interpréter de la manière dont vous voulez. Le bully. Je vais laisser Tristan d'Amour commencer. Je sais qu'il n'a pas joué beaucoup, mais je vais quand même la donner à Josie Altidore. Altidore va essayer de t'intimider physiquement pendant 90 minutes. S'il joue 90 minutes, parce que maintenant c'est un peu moins, mais quand même, grosse mention à Josie. Il a eu une grosse année à l'extérieur du terrain, surtout avec ce qui est arrivé, puis je suis vraiment content que vous l'aviez mentionné avec RSL, ce qui est arrivé avec Dillon Hansen, puis c'est un joueur qui s'est vraiment beaucoup impliqué dans le mouvement Black Lives Matter cette année. Je ne sais pas si c'est encore dans les plans, mais il pense faire un groupe pour essayer d'acquérir RSL. Et là, ça va être un peu compliqué à savoir s'il joue encore. Puis il y a une autre équipe, mais il joue avec une autre équipe. Mais bon, peu importe. Josie Altidore. Ben écoute, je te suis, Tristan d'Amour. Josie Altidore, écoute, j'étais en train de faire mes notes pour le podcast et la seule note que j'ai pu mettre à côté de Josie Altidore, c'est grrrr. Donc, j'ai rien d'autre à ajouter. Parfait. Et moi aussi, ça va être Josie Altidore. Oui, pour son physique, mais également là pour ses célébrations qu'il a fait face à Montréal. Ça m'a fait très rire lorsqu'il a marqué le but à Montréal cette saison avec sa célébration là, du chute. Là, c'était magnifique et c'était vraiment un intimidateur, un bully sur ça. Donc, j'avais pas le choix et pour les mêmes raisons que vous. Là. Ben, moi, j'ai choisi Leandro González-Pires de l'Inter Miami parce que Altidore, ça aurait été un choix trop facile, trop évident, étant donné le prisme de la rivalité Toronto-Montréal par lequel on le regarde souvent. Leandro González-Pires, j'ai l'impression que cette année, il a voulu être le Sergio Ramos de la MLS. Il fait des chutes dans la surface, il joue beaucoup l'intimidation comme défenseur, il va voir les arbitres et tout ça. Et en quelque part, moi, je l'ai trouvé plutôt chiant pendant la saison, plus qu'autre chose à cause de ce caractère-là. Alors, c'est pour ça que je lui donne le titre de bully de l'année. Alors, moi, je vais essayer de résumer en moins de 30 secondes, mais ça va être compliqué. J'ai choisi pour le bully Raúl Ruiz, parce que les bullies, c'est ceux qui qui créent des problèmes et qui s'échappent, qui ne suivent pas les règles, ils n'ont jamais de problème. Et là, la MLS a dit que tous les joueurs qui partaient en trêve internationale devaient observer 9 jours de quarantaine. Donc, le LAFC jouera contre Seattle sans, par exemple, Diego Rossi. Et à Seattle, Raúl Ruiz, qui part en sélection, n'a pas à le faire parce qu'il a chopé le Covid il y a moins d'un mois. Donc, il est, selon les règles de la MLS, immunisé. Il n'a pas à le faire. Donc, c'est vraiment ça, le bully, celui qui esquive les règles et arrive à tout de même s'en tirer. Donc, voilà, c'est un truc qui pouvait arriver, mais totalement à MLS. Le mec chope le Covid, donc il peut jouer en playoff. Donc, j'ai choisi Raúl Ruiz. Attends, mais t'es pas sérieux pour vrai, là? Ouais, c'est vraiment ça qui va être capable. C'est ridicule. Ouais, c'est vraiment ridicule, ça. Pour vrai, là. Ridicule. Il a pas pris un vaccin avant tout le monde. Non. Il a pogné la COVID.
Mais tu peux la prendre 2 fois, là. C'est quoi ça? Ben, c'est la MLS. Bienvenue en en MLS, là. les amis. Bienvenue en MLS. Donc, le bully de l'année, c'est Jozy Altidore. C'est le joueur qui reçoit le trophée de Culture Soccer avec une bonne mention à Antoine Latran pour Raúl Ruiz-Diaz. Donc, voilà. Le prochain trophée, c'est l'imposteur. Donc, l'imposteur, je vous laisse déterminer que veut dire un imposteur. Et je vais commencer par Anthony de Varenne. Ouais, ben pour moi, l'imposteur, c'est Fernando Adi. J'ai vu récemment qu'il était payé autour de 2 millions de dollars américains. C'est clairement un imposteur pour moi. Vraiment, 0 but marqué cette saison. Il y avait à peine le niveau en USL lorsqu'il avait marqué 3 buts en 9 matchs avec Cincinnati. Donc, pour moi, c'est un réel imposteur et il devrait plus jouer en PLSQ. Moi, mon choix, c'est un choix qui va faire plaisir à Adi Raphaël. C'est Perry Kitchen qui joue avec le LA Galaxy. Il va aller à la cuisine, lui. Oui, Perry Kitchenette, comme on le surnomme aux États-Unis. Un milieu défensif qui a déjà connu ses heures de gloire avec DC United, mais là, depuis qu'il est revenu à MLS, il est même plus l'ombre de lui-même. Vraiment, un peu comme Carl Beckerman que j'ai mentionné tantôt. Je me demande qu'est-ce qu'il faut encore en MLS. Et pourtant, il a juste 28 ans, ce qui est encore pire. Il symbolise pour moi autant qu'un Chicharito l'échec du LA Galaxy. Ce joueur-là, c'est comme c'est un cône orange que tu contournes facilement sur un terrain maintenant. Moi, là, franchement, il vit sur sa réputation. Puis je pense que sa réputation maintenant, elle a pris le sens inverse étant donné le surnom qu'on lui donne. Alors pour moi, là, c'est vraiment le Perry Kitchen pour Mathieu Lemay. Antoine? C'est l'imposteur, ouais. Avec Adi et pas Adi, mais Fernando Adi et Kitchen, vous m'avez pas convaincu pour les deux. J'avoue que c'est des très bons choix. Moi, je suis parti pour Kenneth Vermeer, juste parce que j'aime bien Tyler Miller. Et l'année dernière, il n'avait pas été assez bon apparemment pour les fans du LAFC, alors que je le trouve plutôt correct comme gardien. Il est parti à Minnesota et ils se sont retrouvés avec Kenneth Vermeer dans les buts, qui était censé être un expérimenté l'Europe, blablabla. Finalement, il a fait une saison pas vraiment dingue, même remplacé par Cisniega sur pas mal de matchs. Et je trouve que Kenneth Vermeer, qui aussi avait pas mal payé, il me semble, est surcoté pour moi. Voilà. Ok, moi, je l'avais pas vraiment compris, l'imposteur, pour être honnête avec vous, les gars. Mais de la façon que moi, je l'avais compris, c'était... Chacun libre à ton interprétation. Vous m'aviez dit, soyez créatif. Mais voilà. Pour moi, j'ai mis un joueur qui joue à une position, puis je comprends toujours pas pourquoi il joue à cette position-là. Puis pour moi, c'est Ali Adnan. Je comprends pas comment c'est un arrière-gauche, lui. Pour vrai, je comprends toujours pas pourquoi il joue en arrière-gauche. Puis c'est drôle parce que je tweetais sur ça récemment. Puis la journaliste Shireen Ahmed, elle m'a juste répondu « C'est un Irakien, les positions là-bas, c'est des suggestions. » J'ai trouvé ça vraiment drôle. Bon, très très drôle de ce point de vue-là. Pour moi, c'est très simple. C'est Sam Johnson, joueur désigné. Vraiment, oui. Joueur désigné, finalement renvoyé de la part de Real Salt Lake. J'ai jamais compris comment tu peux recruter un joueur désigné inconnu qui soit un flop pendant 2 ans du côté de RSL. Donc Sam Johnson pour moi, mais le récipiendaire du trophée du trophée Culture Soccer pour l'imposteur, il y en a pas. 5 choix complètement différents, mais de très bons choix de chacun d'entre nous. On passe au dernier trophée et pour moi, c'était un trophée extrêmement important. Le roi indétrônable de la MLS en 2020. Je vais laisser commencer le expert MLS le plus reconnu d'entre nous tous, Tristan D'Amour. Ah, mais là, voyons donc, c'est Chris Wondolowski. Wando, là, tu le vois arriver avec un chandail extra large avec son Under Armour en dessous. Il est magnifique. C'est une merveille, Chris Wondolowski. Sincèrement, là, pour les matchs qui lui restent, là, allez regarder ces matchs, là. Il est sur le top 25 all-time, selon moi. Il est même beaucoup plus haut que ça. Ouais, moi, quand je le regarde, je le trouve beau à voir. Il rentre sur le terrain, il trouve des buts, c'est ridicule un peu comment il marque. Mais il marque, c'est magnifique. Bravo. Ouais.
Ouais, il marque tout le temps, Tristan. Je suis complètement d'accord avec toi et c'est mon choix aussi. Chris Wondolowski, même si j'en avais d'autres, tout le monde, Antoine Latran a dit que c'est un de mes chouchous. Effectivement, même si c'est mon chouchou, Chris Wondolowski, toujours aussi bon. J'espère juste qu'il prendra pas sa retraite l'année prochaine, cette année en fait. J'espère qu'on le verra encore l'année prochaine parce que c'est tout un joueur qui, à 37 ans, a marqué 7 buts, une passe décisive cette année dans une année très difficile. Titulaire juste 13 fois sur 22 matchs. Pour moi, Chris Wondolowski, le roi indétrônable. Ah, les gars, vous ratez vraiment. C'est pas Wondolowski, vraiment. À chaque fois qu'on pense que c'est fini, il y a juste lui. Alors, à chaque fois qu'on pense qu'il n'y a plus le niveau, c'est juste lui qui re-signe quelque part. Et oui, vous l'avez deviné, c'est Brek Shea. Encore une fois cette saison, 4 buts avec l'Inter. C'est totalement incroyable. Et en plus, moi, je te crée une catégorie à dire la chevelure de l'année. C'est pas le redneck indétrônable, c'est le roi indétrônable. Tu t'es trompé de mot, là. Ouais, maintenant, pendant que j'y repense, je vais changer mon vote pour imposteur de l'année. Non, c'est pas vrai. Mais non, moi, mon choix du roi indétrônable, ça va faire plaisir à mon ami Antoine qui va parler après moi, c'est Nicolas Lodeiro du Seattle Sounders. Depuis son arrivée en 2016, c'est simple, c'est lui qui a fait franchir un cap à cette équipe qui était bloquée par un plafond de verre. C'était l'écart de finale. Seattle était toujours éliminé, rendu à cette phase-là. Depuis son arrivée, Seattle a 2 titres, mais encore une fois, il maintient des statistiques et il maintient des performances à un haut niveau, malgré le fait qu'il prenne de l'âge. Et encore cette année, il a même été meilleur que lors des saisons précédentes en moins de matchs. Et c'est aussi l'habitude chez lui. Plus la saison avance, plus il se bonifie, plus il devient dangereux. Et c'est une des raisons pourquoi il va falloir surveiller encore les Sounders en série cette année. Et j'aime le profil du joueur. C'est un joueur complet, un joueur offensif, mais à la fois créateur et buteur, et qui amène quelque chose dans cette équipe-là, une stabilité là, qui dépasse même les statistiques au sein du Seattle Sounders. C'est la colonne vertébrale de l'équipe, tout simplement, depuis 5 ans. Et pour moi, c'est le roi indétrônable, juste à cause de ça. Je suis d'accord avec tous vos choix, surtout celui d'Anthony. Vive Brek Shea. Moi j'ai dit Wondolowski, mais je vais du coup donner un petit coup d'éclairage sur Jordan Harvey, qui a 36 ans, en fin de saison a redécouvert un petit peu cette position de titulaire à LAFC, au poste d'arrière gauche, et c'est vraiment un des meilleurs pick draft, j'imagine, de l'histoire. Enfin, LAFC l'a eu gratos. Depuis qu'ils existent, Jordan Harvey gère ce côté gauche, même si El Munir cette saison a commencé un petit peu. Là, il est vraiment en fin de saison revenu. Et je pense qu'il restera une année de plus. Apparemment, il serait titulaire contre Seattle en playoff. Jordan Harvey, c'est là où l'AFC a été très intelligent, c'est d'aller chercher à côté des Carlos Vela, des mecs comme lui ou Marc-Anthony Kaye. Donc pour moi, un petit coucou à Jordan Harvey, qui est un super joueur de l'MS. Ouais, un très bon joueur, Jordan Harvey, mais par contre, Culture Soccer a décidé, ce sera Chris Wondolowski, le récipiendaire du roi indétrônable de la MLS 2020. Et je vais finir par un petit trophée comme ça, impromptu, le choix Oups. Je vais l'appeler le choix Oups. Donc, si jamais vous avez à revenir sur un de vos choix parmi tous les trophées mentionnés, après avoir écouté vos collègues, est-ce qu'il y aurait un trophée sur lequel vous reviendrez et est-ce que vous changerez votre choix et pour qui? Donc, je vais laisser Anthony commencer. Est-ce que tu as un choix Oups pour nous? Je dirais peut-être au niveau du plus intimidant, là, j'enlèverais Valérie. Honnêtement, je sais pas pour qui je le donnerais. Là. Vous avez eu des bons arguments chacun, mais je le donnerais plus à Diego Valérie. Mais je garde mon roi indétrônable qui est Brek Shea et la chevelure de l'année. Mathieu? Moi, ça serait pour l'équipe Wow, mais j'avais déjà plusieurs choix de toute façon. C'était pas évident. J'en avais pris une un peu au hasard. Et je mentionnerais aussi les Portland Timbers parce que c'est une équipe qui joue la transition. Tout le monde connaît cette équipe et pourtant, ils ont encore une excellente saison, même plus haute que ce à quoi je m'attendais cette année. Puis ils ont remporté le tournoi MLS is Back en prime. Alors, chapeau aussi à cette équipe-là. 5 victoires de suite à un moment donné pendant la saison pour une équipe qui joue pas,
prend pas nécessairement énormément de risques, mais qui connaît son identité comme ça. Moi, franchement, c'est impressionnant. Puis j'en profite pour souligner, je vais rajouter une catégorie, c'est le podcasteur Culture Soccer, rédacteur de l'année. Je le donne à Adi Raphaël parce que franchement, tu fais un travail exceptionnel et je voulais le souligner pendant ces quelques secondes qui m'étaient attribuées. Merci beaucoup, Mathieu, c'est très gentil. On passe à Antoine, ton choix, oups. Déjà, je plus sois à tout ce qu'elle vient de dire, Mathieu, et bien entendu, moi, du coup, je suis plutôt d'accord avec Tristan quand il parlait d'une équipe pour Orlando. J'avoue que je ne l'avais pas forcément mentionné parce que je suis d'accord, le marché est assez impressionnant depuis le début, et pour moi, ils ont les moyens depuis le début, c'est juste que c'était mal géré, il manquait juste un vrai entraîneur là-bas. Mais c'est vrai qu'ils ont fait un demi-tour complet sur cette année et que les mecs comme Dake, Nani, ils ont construit une véritable équipe cette année et ils ont toutes leurs chances en play-off à l'Est, ce qui était impensable il y a quelques années. Donc, ouais, Orlando City au niveau de l'équipe. Wow. Tristan, ton choix, oups. Moi, je suis assez confiant en mes choix, mais je suis vraiment content qu'on ait parlé de RSL pour les raisons dans lesquelles c'est un flop cette année. J'espère vraiment que ce club va, être changé de main. Et s'ils peuvent changer leur nom, là, ça me fait vraiment plaisir. Parce que les fans de MLS, quand ils ont vu que l'Atlético Ottawa de la CPL est arrivé en CPL, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir et me disent « Ah, mais c'est pareil comme RSL, c'est d'un ridicule qu'ils prennent Atlético. » Et là, je leur dis « Non. C'est vraiment Atlético là, qui a acheté. Là. C'est pas le Real Madrid qui a décidé d'aller à Salt Lake City. Là. Non. C'est vraiment ça. Donc, s'ils peuvent changer de nom, ça me ferait vraiment plaisir. Mais aussi changer de dirigeant parce que c'est inacceptable ce que Deloy Hansen a fait cette année. Je suis complètement d'accord. Sur beaucoup d'autres années avant, d'ailleurs. Faut le mentionner. Parfait. Je suis complètement d'accord avec toi, Tristan. C'est mon choix. Oups aussi. Je l'aurais mis pour RSL, pour l'équipe Ouch. C'est pas normal ce qui se passe en 2020. Je vais pas rentrer dans tous ces détails-là. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent que pour moi, c'est inadmissible ce qui s'est passé du côté de RSL. Donc voilà pour mon choix. Oups. Écoutez, les amis, je veux vraiment vous remercier d'avoir été là pour ce podcast-là. Un peu plus long que d'habitude, mais je pense que ça valait la peine. Je sais pas si jamais vous avez un mot de la fin. Donc je vais vous remercier un à un, chacun l'un après l'autre. Je vais commencer par celui qui m'a fait une belle accolade. Mathieu Lemay, merci d'être là et ça me fait toujours plaisir de travailler avec toi. Moi aussi, c'est toujours un grand plaisir. Nos retrouvailles à chaque semaine à Média Maghreb aussi, c'est toujours très intéressant. J'ai toujours très apprécié de travailler avec toi, mais aussi avec les autres. Tristan D'Amour, Anthony Devarenne et Antoine Latran. Chapeau les gars, vous faites tous de l'excellent travail. Je tenais à le souligner aussi. Parfait. Tristan, merci encore d'être venu à ce podcast. J'espère que ça t'a plu encore une fois. Merci de l'invitation, ça fait toujours plaisir. Et oui, longue vie à Culture Soccer. Merci beaucoup. Antoine, le rédacteur plus, merci encore d'être là pour ce podcast et de nous faire, de nous montrer ton expertise, surtout des Sounders de Seattle. Merci d'avoir géré ce podcast, Adi, et pour faire un peu sur les trophées avec un règlement un peu différent. On donnera des points suivant les différents joueurs qu'on nomme. Donc, on aura aussi un article sur les trophées MLS qui sortira juste après, un peu après le podcast dans la semaine. Donc, on se donne aussi rendez-vous pour ça. Exactement, rendez-vous sur Culture Soccer pour le reste des articles. Anthony Devarenne, mon ami, merci encore pour tout ce que tu fais pour Culture Soccer. Je sais pas si tu as un mot à dire à nos auditeurs. Oui, apparemment, je partage ce que Mathieu te dit. Vraiment, chapeau à toi. Merci à tout le monde qui a participé au podcast. Et surtout, n'oubliez pas que Brek Shea va faire très bien en playoffs cette année. Parfait, on a hâte de voir encore l'histoire de Brek Shea en MLS, en playoffs MLS, oui, ça va arriver. Brek Shea, on te suit et on te supporte ici chez Culture Soccer. Merci à vous, chers auditeurs, de nous écouter de semaine en semaine et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Culture Soccer. Culture Soccer.